Voilà, donc je suis né au Sénégal en 58 à Dakar. C'était encore une colonie française. Et ça, c'est une belle carte Rossignol, hein, des cartes scolaires. Et me voici donc avec le monsieur à côté de moi, c'est François. C'était ce qu'on appelle une ordonnance, un soldat français à la disposition des officiers. Et François, c'est... Alors ça, là, on est encore dans l'amnésie infantile, hein, dont parle Freud. Mais François s'occupe de moi. Et mes parents vont me raconter qu'on est resté 3 ans pratiquement. Et à notre retour, entre 2 séjours, donc on revenait en France, à La Valette. Là, on était dans une petite ville et il y avait un monsieur d'origine africaine qui passait. Et je courais dans le jardin en criant « François, François » partout. Avec ma mère à Madagascar. Là, c'est mon père, donc il était pharmacien militaire. Ici, c'est à Yaoundé. Il travaillait sur des recherches sur des poisons. Alors, je me souviens de son laboratoire et ce laboratoire, je me rappelle qu'il y avait plein de souris blanches et énormément de serpents venimeux. Il faisait des études dessus. Il y avait des vipères cornues, il y avait des mambas verts, des petits serpents de 20 cm de long qu'on appelait les serpents minutes. Il y avait toujours un vaccin anti-poison dans le frigo à la maison. Et mon père me racontait aussi au niveau culturel que, par exemple, une fois, il y a le commissaire de police de Yaoundé qui l'appelle pour venir faire un prélèvement sur une personne retrouvée morte dans une plantation d'EVA. Et cette plantation avait une histoire particulière parce qu'elle était très bien entretenue, mais on n'en connaissait pas de propriétaire. Et quand le commissaire est arrivé devant la plantation, il a dit à mon père « Vous y allez, moi je ne rentre pas là-dedans ». Avec mes frères à Yaoundé, on a vécu une enfance très très particulière, hein, que j'ai véritablement idéalisée après. Ici, c'est moi ado, peut-être rebelle. À Douala. C'était un peu avant mon départ, ma rentrée définitive en France. Je devais avoir 14-15 ans. Et après, je me suis retrouvé à essayer de m'adapter en fait à... J'avais passé des moments vraiment très très importants de ma vie et il a fallu que je me réadapte, que je m'adapte à la France complètement et que je fasse le deuil d'une enfance un peu idéalisée aussi, un peu forte pour moi. Et c'est à 40 ans, donc je grandis, je deviens artiste et je me dis il faut que je retrouve quelque chose de ça, que j'aille voir. Je ne veux pas aller au Cameroun parce que j'ai pas mal de souvenirs, mais le lieu de naissance m'intéresse beaucoup au niveau symbolique. Et j'y retourne donc en tant que quadragénaire, artiste, qui fait des autoportraits avec des poupées Barbie. Ici, c'est avec mon ami Boubacar Touré Mandémori, un grand photographe sénégalais, qui a connu Jean Rouch, avec qui j'ai toujours des contacts. Donc c'est mon premier voyage, j'ai un peu des problèmes avec l'institution française, ça se passe pas très bien. Ici, c'est l'association. Donc les gens qui vont m'inviter à rester, en fait, ce sont les artistes de l'association Mankenenki, une association d'artistes internationaux pour l'aide aux enfants des rues. Je vais pouvoir m'investir là-dedans et m'investir dans un quotidien à Dakar et réaliser quelque chose. Alors là, je ne vais pas beaucoup en parler de Mankenenki, mais je peux vous garantir que ça a duré 10 ans. On a attendu que les enfants soient majeurs pour arrêter cet assaut. Dans les artistes, il y avait Issa Samb, Joe Wakam, qui est décédé il y a 3 mois, un grand artiste sénégalais. Vraiment, c'est une figure, c'est quelqu'un pour moi que j'estime beaucoup. Et ces enfants, je ne sais pas, je pense qu'ils m'ont plus apporté que ce que j'ai pu leur apporter moi. Ça, c'est l'Ecopolanda, aussi à Dakar. C'est une ONG qui s'occupe aussi des jeunes et qui dirige des ateliers de fabrication de jouets avec des canettes de coca, de soda, des boîtes de conserve. Enfin, on connaît tout ça. Hein. Voilà. Donc j'arrive à Dakar et le premier projet que je fais, le premier projet artistique, ça va être un projet d'autoportrait avec des poupées. Et je me rends compte, moi, ça faisait plus de 20 ans, donc je n'étais pas retourné en Afrique de l'Ouest. Et je retrouve un petit peu... Je retrouve cette difficulté de vivre, quoi, une certaine misère, les taxis avec les pare-brises cassés, les poliomyélites avec les fers à repasser pour marcher. On est en 98, hein, mais en même temps, avec de la technologie qui arrive, de l'urbanisation, enfin, quand on est sur une route, il y a les voitures, les cars rapides, les chèvres, les chevaux, enfin, c'est quelque chose qui est très, très foisonnant, c'est magnifique. Donc je fais des photos comme ça, je fais une série qui s'appelle Cœur d'Anou, qui en Wolof veut dire Daanou, ça veut dire tomber. Cœur, c'est la maison, donc c'est la maison qui tombe. Mais Daanou a un sens figuré aussi, que ça veut dire jouir. Ou alors ça peut vouloir dire aussi de quelqu'un qui l'est fêlé, qui l'est tombé sur la tête. Donc pour moi, c'était la maison qui tombe, mais aussi la maison de jouir et aussi la maison du fada, je pense au Corbusier.
Voilà, donc Cœur d'Anou. Et je fais des photos comme ça et je suis en train d'amener mon imaginaire propre. J'ai aussi ma culture hein, et mon histoire de l'art. Donc là, je suis à Dakar et en même temps, j'essaie de travailler. On arrive à l'an 2000, on va fêter l'an 2000. Et je travaille sur un autoportrait de Dürer de 1500 où il est bien écrit sur cet autoportrait 1500 en gros. Et je découvre donc pour faire les tresses, en fait, les personnes achètent au marché des cheveux, alors synthétiques ou des vrais cheveux qui coûtent très cher, mais des cheveux synthétiques qui sont légèrement ondulés. Donc on fait le rajout, on tresse après. Mais je me dis, ces cheveux ondulés, si je me fais faire des rajouts, je peux peut-être ressembler à Dürer. Et au lieu de faire, donc j'ai fait la photo, j'ai essayé de ressembler à Dürer, de prendre la même pose, mais je pensais que le récit de cette prise de vue, de cette transformation était plus importante. Donc là, on me voit c'est une petite maison de bois pour poupées que j'ai achetée à Dakar, sur un marché. Et puis, il y a les taxis fabriqués par les enfants, donc en boîte de conserve. Voilà, un petit baobab acheté au marché. Et je raconte mon histoire. Et j'avais même demandé à la jeune femme qui m'avait coiffé, j'avais 2 ou 3 poupées Barbie comme ça, de choisir la poupée qu'elle voulait pour la représenter pendant la séance de coiffure. Voilà, je relis les contes d'Amadou Koumba. Je retrouve aussi une certaine, donc cette idée du magique. Je vais utiliser des termes, je ne voudrais pas qu'ils soient caricaturaux, mais qui sont assez génériques. Mais donc j'essaie de jouer là-dedans. On sait très bien que ce travail aussi d'autoportrait travaille sur les stéréotypes et les clichés. Donc je fais cette première série. Et puis la poupée, bien entendu, m'a toujours amené à cette idée de la poupée vaudou. Ici, c'est une photo de la collection Alep du Musée de l'Homme à Paris. On ne sait pas très bien à quoi elle a servi celle-là. Ça, c'est une photo d'un artiste, de Michel Nedjar, avec qui j'avais exposé à Brighton une fois. Nedjar est très connu, il fait de l'art brut, c'est un plasticien qui fait de l'art brut. Il m'avait envoyé du coup cette photo après qu'on se soit rencontrés. Mais voilà, la poupée Barbie, elle amène aussi cette idée du magique, cette idée de la poupée vaudou, et on est toujours dans ces références-là. Ça, c'est une poupée que j'avais trouvée au puce, que j'avais achetée. Je pense que c'est un gosse qui a fait simplement ça. Mais tout de suite, ça donne une matière particulière. Et donc, sur mes allers-retours entre Dakar et Marseille, je rencontre aussi à Dakar des gens qui font des tirages de cori, comme on fait des tirages de tarot. Donc voilà, il y a cette double culture. Ici, la photographie aussi, j'ai toujours réfléchi à tout ce que la photographie pouvait amener comme affect, comme transport. Alors, moi, je suis de la génération, on avait les albums photos, on portait la photo des personnes qu'on aime sur soi. Bon, maintenant, les albums de famille sont dans les smartphones. Mais il y a aussi les idées de voyance, hein, à travers la photographie, il y a plein de choses. Ça, c'est un bouquin que j'ai vu en vitrine il y a 3 mois. Hein. Donc à Dakar, j'ai un ami qui a... Donc je suis sur les gris-gris, j'essaye de penser à tout ça. Et puis j'ai un ami qui est Diola de Casamance, Louis. Et il avait un nouveau gris-gris de doigts que je trouvais magnifique. Je lui dis, je te fais la photo. Et puis il me dit, ça c'est un gris-gris contre les couteaux. Alors je dis, il est vraiment très très beau. Et puis il me donne un couteau, il me dit, donne-moi un coup de couteau. Je dis, non Louis, je ne peux pas. Mais Louis était persuadé que ce gris-gris peut... voilà, il est persuadé que ça peut le protéger, quoi. Et moi, je peux pas... j'ai des difficultés par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, me vient quand même un concept une première idée qui me dit, mais quand même, toute cette production, moi qui suis très intéressé par cette idée des origines de l'art et du sacré, dans le sens où même, si on va très très loin, au-delà des arts premiers, mais... on pense au pariétal, au magdalénien, le chaman, l'artiste, qui faisait quoi dans la grotte, qui peignait. Et il me vient un petit peu cette idée. Ça, c'est moi avec des gris-gris un petit peu plus tard, ça va m'arriver aussi. Ça, c'est Alain Epelboin qui vient me voir un jour. Donc, Alain Epelboin, est anthropologue au Musée de l'Homme. Et il fait une collecte, là on est en 2002, il fait une collecte de gris-gris sur la décharge de Mbebus à Dakar. Le gris-gris, en fait, n'est pas pérenne dans le temps. Il a un pouvoir, mais qui dure un temps comme une pile par rapport à ce qu'on a demandé, en fait, si c'est exaucé ou pas. Donc les personnes qui l'utilisent ou qui l'ont utilisé, une fois qu'il est terminé, on le jette à la poubelle. Donc l'anthropologue va sur les poubelles récupérer tous ces gris-gris. Il en a une réserve incroyable. Je suis allé le voir plusieurs fois, je l'ai vu récemment encore au Musée de l'Homme. Et il étudie tout ça.
Donc je réfléchis, et puis je suis chez mon dentiste et je vois, c'est dans un magazine comme ça, je vois un article sur les féticheuses de Tanguélan. Je suis désolé, j'ai pas le nom du reporter qui avait fait ce travail-là. Et je commence à me dire, mais juste dans... Alors c'est pour parler d'inspiration, de voir comment les choses se transforment, où on peut inventer, où on peut tout d'un coup avoir une idée. Mais je me dis, mais ça, travailler avec une communauté comme ça qui fait donc de la magie blanche, c'est-à-dire une magie réparatrice. Hein, on n'est pas dans des jeteurs de sorts ou des quoi que ce soit, c'est plutôt des personnes qui sont là pour réparer. Là, cette très belle photo de cette jeune initiée avec son fétiche. J'en ai un là, hein, de fétiche. Je me dis, mais il faudrait peut-être que je fasse un travail, d'autant plus que j'ai envie de découvrir, d'aller plus loin que le Sénégal. Et je suis donc dans la salle d'attente de chez mon dentiste, et j'ai une amie ivoirienne, donc je l'appelle rapidement, je lui dis, Agathe, j'ai vu les féticheuses de Tanguélan. Elle me dit, oui, mais j'ai une tante qui est féticheuse là-bas. J'essaie de monter un dossier, et en 2001-2002, il y a eu les grands événements dont vous avez dû entendre parler, donc c'est pas possible d'y aller. Donc je reste sur Dakar et je commence un petit peu à chercher quelqu'un, demander autour de moi si on connaît pas un chaman. Donc chaman, c'est terme générique. Alors je refais quand même mon fétiche, moi, hein, comme la photo que j'avais vue. Chaman, c'est un terme générique qui, en fait, c'est d'origine sibérienne. Hein. C'est les premiers explorateurs qui ont rencontré les chamans là-bas qui s'appelaient comme ça. Et ensuite, ce terme s'est divulgué un petit peu partout. Mais ça signifie les personnes qui sont capables de soigner les gens par des plantes médicinales et aussi d'être en contact avec les esprits, hein, les ancêtres, etc. Dans tout ce temps que j'ai passé avant de retourner au Sénégal, j'avais toujours ce regard aussi sur l'art africain et puis les raccords que ça pouvait faire, les différentes étapes de regard aussi qu'il pouvait y avoir sur l'art africain. On pense aux cubistes, on pense à donc Man Ray, hein, qui a fait cette photo noire et blanche, que j'avais envie de traiter depuis longtemps. Là, c'était en 86, c'était une amie, Awa, qui avait posé pour moi plusieurs fois, qui devait venir pour poser pour cette photo. Elle n'est pas venue, j'avais un coiffeur-maquilleur on attendait tous les deux, et j'ai dit, bon, comme d'habitude, je vais faire un autoportrait. Il m'a maquillé, on a fait ça. Et en 2002, une fois sur Dakar, je décide de refaire cette photo, de la faire pour de bon. Alors le masque blanc, c'est ma prise de visage, c'est l'imago. Et donc je fais des recherches et je fais cette photographie que vous pouvez voir maintenant à l'entrée de l'exposition. Je finis donc par trouver une personne. Quelqu'un me dit, je vais t'emmener chez Dina. Alors au début, j'y vais. Alors je suis assez naïf comme personnage, hein, mais je vais chez cette personne et on va dans sa maison à Dakar. Et donc elle a un endroit de la maison qui est là, avec une salle d'attente où il y a des gens qui attendent de toutes conditions sociales. Et puis derrière, elle a un espèce de petit cabinet. Et je commence à lui expliquer un petit peu ce que je veux faire, sans trop savoir qui elle est. Mais bon, elle me paraît très sympathique, assez ouverte. Je crois qu'au début, elle pense que je vais faire un livre sur elle. Et elle me dit d'accord. Et donc, je vais passer beaucoup de temps à venir la voir. Alors, la plupart du temps, ça se fait devant son hôtel, ou là où elle fait ses libations, où elle est en contact avec un esprit. Et je vais apprendre au fur et à mesure à découvrir qui elle est, d'où elle vient. Donc, elle est Mandjak. Les Mandjaks sont de Guinée-Bissau, un petit peu au nord, pas loin de la frontière sénégalaise. Et là, je vais essayer donc de vous montrer un petit film. Voilà. Donc, je suis accepté, je fais partie, je l'accompagne souvent et elle va m'emmener très très tôt. Très rapidement, elle va m'emmener en Guinée-Bissau pour assister à des cérémonies. Et puis, je commence à comprendre, donc, elle est Napéné. Napéné, donc, c'est le terme Mandjak qui veut dire chaman pour nous. Et qu'elle est capable donc d'entrer en contact avec les ancêtres, mais aussi un esprit particulier, un esprit qui s'appelle un Uchai. Un Uchai, c'est une puissance invisible, comme disent les anthropologues, qui va être, cette Dina va être au service de l'Uchai, mais l'Uchai va rendre des services aux humains. Donc on va aller voir Dina, on va lui demander un service, en échange bien entendu on va faire un sacrifice, et elle va transmettre tout ça pour que le sacrifice puisse marcher, fonctionner et que le souhait soit exaucé. Donc j'apprends tout ça, ça me prend énormément de temps, ça va me prendre 3-4 ans avant de tout comprendre. Ici ce sont ce qu'on appelle des femmes Kassara, elles ont ces boîtes comme ça,
Et ces boîtes leur permettent de toucher les gens et de les amener ensuite dans la case aux cérémonies, la case sacrée, le Karum Kassara, et de leur faire une divination, de leur dire leur futur. Alors pour parler de différences culturelles, parce que c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est de voir comment on peut appréhender les choses dans le quotidien, dans la vie, même que ce soit au niveau du sacré. Mais j'étais là, je filmais. Alors je suis pas caméraman je suis pas un cinéaste comme Jean Rouch. Moi c'était plus pour faire des prises de notes. Parfois ça me servait aussi pour me décoller un petit peu de l'ensemble, pour prendre une distance aussi. Voilà, mais c'était vraiment de la prise de notes. Mais j'ai vu une femme Kassara, donc qui est en transe contrôlée, un état de conscience modifié, sans psychotrope, toucher une des personnes du public, une jeune personne que je connaissais, qui était du village, qui avait grandi, une jeune femme. Mais quand la Kassara l'a touchée, elle a fait une transe non contrôlée, quoi. Elle est partie en hystérie totale. Et je me disais, mais si Kendo, cette femme Kassara, me touche, moi, est-ce que ça va créer les mêmes choses ? J'apprends tout ça et il y a une personne qui va m'aider aussi, c'est une anthropologue qui a travaillé au CNRS, qui est spécialiste des Mandjaks et qui avait déjà écrit ce livre. Donc je l'ai contacté, je l'ai rencontré plusieurs fois. Évidemment, moi, ça devient un petit peu mon bréviaire. J'étudie, il y a des tableaux, il y a tout qui est expliqué. Donc ça va beaucoup, beaucoup m'aider parce que Dina, en même temps, n'est pas très présente, elle est toujours très occupée et elle me divulgue les informations un petit peu au compte-gouttes. Donc là, on me voit en train de filmer cette cérémonie là qu'on voyait tout à l'heure. Je demande aussi aux gens autour de moi, j'en parle, voilà, on parle beaucoup de Dina, on parle beaucoup de cet esprit Uchai qu'on appelle affectivement Mam. Et il va se passer une chose, c'est qu'au bout de quelques mois, Dina va m'adopter, elle va dire « toi tu es mon fils maintenant ». Donc ça va m'ouvrir beaucoup de portes, mais évidemment ça va être aussi... Moi je suis très très honoré quand elle me dit ça, ça fait partie des jours merveilleux de ma vie, j'en ai vécu d'autres aussi, mais ça a été quelque chose de fantastique. Et donc évidemment, ça m'ouvre des portes, je fais partie de la communauté, je suis intégré, et ça c'est très très important pour moi. Lors de mes allers-retours, quand je pense aux Mandjaks, je pense aussi, alors on va parler d'animisme, mais déjà pour parler des Mandjaks, les Mandjaks ont dans leur croyance, ont un seul Dieu créateur des humains, de la terre, de l'univers. Il s'appelle Nassim Bhatti, mais il a dit, moi je trouve ça très bien, il a dit les humains, je n'ai pas à m'en occuper, donc s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont voir les puissances invisibles. Donc je trouve ça, mais c'est une religion qu'on pourrait appeler monothéiste. Moi je ne sais pas, pour la religion catholique, il y a un seul Dieu, mais il y a les anges, il y a plein de choses, les saints, à qui on va demander beaucoup de choses. Donc je m'intéresse à l'idée des croyances en général. Et donc, je fais des recherches, par exemple, sur Isabella.fr, où je vois dans les cybercafés à Dakar, il y a beaucoup de gens qui consultent Isabella. Donc, ce sont des algorithmes, tout simples. On met sa date de naissance et l'algorithme va écrire des lettres en disant « j'ai rêvé de vous ». Mais ce qui était assez fabuleux pour l'histoire de la photographie encore, c'est qu'Isabella, en un moment, propose de nous envoyer sa photo porte-bonheur, sa photo magique. Donc ça, c'est inscrit dans mes carnets. J'ai rencontré à Clermont-Ferrand un passeur d'âme, un psychopompe en fait, et une personne qui va m'expliquer qu'il y a des gens qui sont des fantômes, qui n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils remontent au ciel, donc cet homme est là pour les faire remonter. Donc j'ai vécu des cérémonies aussi assez particulières dans ce domaine-là. Je vais aussi rencontrer un architecte qui s'appelle Gilbert, qui est énergéticien, qui est disciple d'Antilovac. Antilovac, c'est cet architecte qui a fait les maisons bulles. On en connaît une célèbre à Tourette-sur-Loup, qui a été rachetée par Pierre Cardin. Je dis disciple parce qu'il appelle Antilovac son maître. Et ce sont des gens, en fait, je ne savais pas, mais qui sont très, très proches je sais pas, moi, il m'a appris à trouver de l'eau comme un sourcier. Ils voient les couleurs des choses, donc ils sont très écologiques. Mais enfin, ils sont sur les chakras, il y a énormément de choses. Donc, je me balade un petit peu entre ces deux mondes, mais je vais rechercher tout le temps. Je vais poser des questions un peu partout, pas que chez les Mandjaks. Ça, c'est une photo, c'est un photogramme, mais... Il y a des gens aussi qui savent lire, qui voient des images dans les images. J'ai rencontré ça aussi dans mes investigations. On apporte une photo et puis dans l'arbre, on va voir un visage qui est celui d'un ancêtre, ou etc. Ça, c'est à la différence. Donc ça, c'est un marché pour marabouts. J'ai oublié le pays, je ne sais pas si c'est pas le Bénin, mais j'en ai vu à Dakar, j'en ai vu à Kanchogo. Là, j'aurais tout acheté, moi. Voilà. Donc pour parler de ce matériel aussi que sont les ossements. Quand j'étais à Dakar, toutes les rues ne sont pas goudronnées, il y a beaucoup de sable. Il m'arrivait souvent de marcher
sur des mâchoires, des choses comme ça. Des fois, c'était pas que du mouton hein, ou du porc, c'était des chiens ou des choses. Et évidemment, en tant qu'artiste, je me suis dit que, en pensant justement à ce terme générique de chaman et en pensant à l'univers, je me dis mais à la Terre, je me dis mais partout en fait, dans tous les pays du monde, doit y avoir des chamans, des gens qui dans leur lieu de travail ont des crânes. Enfin, on connaît tout ça, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas une possibilité de travailler. Donc, je veux récolter ce matériel. Et en attendant le travail avec la maman, je commence une série. Ça, c'est mon atelier à Dakar. Enfin, un de mes ateliers. Donc, moi, je travaille au système D. Je me débrouille, je me déplace. J'ai ma chambre photographique. Là, c'est un menuisier qui m'a fait les pieds pour les spots. Et je vais commencer à créer une série donc, que j'appelle les crânes sacrés, où j'essaie au niveau de l'inspiration de me mettre dans un état où ce crâne, je vais pouvoir le décorer, le mettre en scène. Donc ça, mettre en scène, je sais faire. Et puis je vais réutiliser des codes qui sont là pour le début, par exemple pour ces photos-là, qui sont celles de la photographie peut-être africaine. Je pense à Sédou Keïta. Et j'aurais pu parler de Samuel Fosso aussi, qui est un grand photographe qui a beaucoup travaillé sur l'autoportrait, lui. Et donc, je commence mes mises en scène avec mon inspiration du moment. Voilà, je travaille, j'ai une collection d'objets autour de moi. J'essaie de faire en sorte de créer. Et après, va venir peut-être l'identité de ce crâne. Évidemment, c'est la photographie qui fait œuvre. Hein, vous les avez vus certainement si vous avez vu l'exposition. Et puis là, je vais le nommer peut-être. Là, pour moi, c'est un Pégase qui apparaît. Donc, je fais ça pendant 4 ans. En fait, je fais, je sais pas, entre 5 et 8 images par an. Je pense aussi à l'histoire de l'art, bien entendu, occidental, avec les vanités, avec les décollations de Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est une photo que j'ai faite à Marseille, donc j'en fais des fois à Dakar, j'en fais à Marseille. C'était un moment où je tirais la langue véritablement. Vous ne pouvez pas savoir pour un artiste comme c'est difficile de trouver des budgets, des financements, d'aller à droite, de ne pas savoir si le mois d'après on va payer le loyer de l'atelier. Donc j'avais fait cette photo, Lingus. Voilà, les crânes humains. Les crânes humains, je les ai trouvés dans des collèges, puisqu'avant ici, hein, on allait, les collèges étaient équipés, hein, on allait chercher ça dans les fosses aux indigents. Donc ce sont des profs de SVT qui m'ont donné ça, puisque maintenant c'est remplacé par du plastique. Mais par exemple, un crâne comme celui-ci, une fois que je l'ai décoré, pour moi c'est un boxeur, c'est Battling Siki, un célèbre boxeur sénégalais, qui avait été récupéré à Saint-Louis par les Américains, qui avait battu Carpentier, qui était champion, un grand champion, et qui vivait l'apartheid hein, à New York, et qui s'habillait toujours en blanc, qui avait toujours des compagnes blanches, des voitures blanches. Il s'est fait descendre dans le Bronx. Et puis un autoportrait quand même. De temps en temps, je ne peux pas m'en empêcher. Donc ça, c'est juste une photo froissée de mon œil gauche. Pour parler un petit peu de neuroscience, je ne sais pas si c'en est, mais je suis un vrai droitier, mais j'ai toujours regardé dans l'appareil photo du côté gauche, qui fait appel à l'hémisphère droit. Donc je compte, ça c'est mon bureau, donc les objets, je les utilise aussi pour faire un bougeoir, un cendrier, j'ai mes plumes, voilà. Je continue mes allers-retours, et puis je suis toujours en relation avec la maman. Et puis quand je suis à Marseille, eh bien, je travaille avec les Barbies aussi sur les stéréotypes. Mais pour parler de cette photo-là, je suis à Dakar, je montre à maman, je dis tiens maman, regarde, j'ai fait cette photo. Oh, elle me dit celle-là, elle est vachement bien, tu vas me faire une carte de visite avec. Donc j'ai fait la carte de visite pour cette dame avec son adresse, consultante traditionnelle, je crois, ou guérisseuse traditionnelle, elle avait marqué dessus. On a fait la carte de visite. On arrive à peu près, ça fait 3-4 ans qu'on se fréquente, et puis je commence à dire, maman, tu sais, maintenant, moi, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Il faut que je fasse une exposition. Donc, elle a compris ça. Elle voyait aussi que j'étais toujours, grâce aussi à Maria Teixeira et à son livre, que j'étais toujours un petit peu, que je savais les choses. Elle me dit, tu sais ça, mon fils. Donc, je lui dis, maman, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais là? Et je m'empêchais d'avoir la moindre idée aussi préalable par rapport à tout ça. J'attendais qu'elle me parle un petit peu. Et elle me dit, écoute, la prochaine fois que tu viens, je reste devant l'hôtel, je passe la nuit sur l'hôtel avec, je vais parler avec Mam, et le lendemain matin, comme ça, je vais te dire ce qu'il a dit, ce que tu dois faire. Et là, j'ai une commande divine.
Hein, même Michel-Ange, c'était que le pape qui lui avait commandé. Je trouve ça fabuleux. Donc, j'y retourne 2-3 mois plus tard. Et là, à ce moment-là, son mari tombe malade, en fait. Et ça fait 10 jours que je suis sur place. Elle est très, très occupée. Et elle me dit, tu sais, Olivier, on part demain, on prend l'avion, il faut soigner papa à Paris. Et je ne peux pas le faire. Donc, je ne dormais pas chez elle pendant cette période-là. Je dormais chez un copain qui m'avait prêté son appartement. Et je suis rentré complètement dépité. Je me dis, mais je n'ai pas ma commande divine. Mon projet, j'ai une subvention de la ville de Marseille, c'est de l'argent public, voilà, c'est foutu. J'ai oublié de vous dire que dès le départ, aussi par rapport à tout ce projet, je pars en plongée et je sais qu'il n'y aura aucun retour. C'est ce dont je me défends, justement, le retour analytique, le retour documentaire, toutes ces choses-là. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de produire de l'art plastique. Donc j'avais demandé dès le début à François Basoli de suivre ce travail. Et on échangeait énormément de mails quand j'étais à Dakar. Je lui ai envoyé beaucoup de mails, il y a des correspondances comme ça. Mais là, ce jour-là, je l'appelle le lendemain matin. Ce qui se passe, c'est que je me réveille le lendemain matin et j'ai tout un concept d'exposition qui m'arrive comme ça, tranquillement. C'était assez jouissif. Mais alors, j'ai réveillé un copain musicien qui dormait à la maison. Go, je dis, Go, c'est incroyable. Hier, je ne savais rien. Ce matin, j'ai tout le projet. Et j'appelle François Basoli qui me dit, mais... Ben, c'est rien, c'est freudien, tu as déclenché, hein, c'est normal, c'est l'inconscient, ça s'appelle comme ça. Et puis j'appelle la maman qui était à l'aéroport en train de partir, elle me dit, mais tu l'as vu? Je dis, mais moi, non, j'ai vu personne. Elle me dit, mais... Je dis, maman, je dormais cette nuit. Elle me dit, mais Mam, il est venu te voir, il t'a parlé, c'est lui qui t'a dit ce qu'il fallait faire. Donc quand je la revois après, elle me dit, bon, alors maintenant... on va travailler, d'accord, mais on va lui demander l'autorisation. Et elle m'envoie acheter un œuf blanc, et c'est ce qu'on voit sur la partie gauche. Donc je vais chercher l'œuf blanc, elle fait un truc, je me le mets sur le ventre 1 minute, et il me sort encore, moi je suis dans l'image, quoi. Je vois une tête, je vois un cou et une tête, et elle me dit, ça c'est ton autorisation. Il est d'accord, tu peux travailler, tu peux faire ce travail-là. Donc là à droite, on voit d'un petit peu plus près son hôtel à libation, son écorne, donc qui sont intercesseurs entre Lucia et elle, sur lequel donc elle verse de l'alcool, de la nourriture, du sang aussi, bien sûr, parce qu'il y a des sacrifices. Donc voilà. J'ai pas pu m'empêcher, dans une première édition d'un catalogue, de mettre, avec l'aide d'un ami qui m'avait aussi conseillé ça, de mettre en rapport la main de ma mère me tendant mon premier gâteau d'anniversaire à Dakar et la main de ma mère. C'est pas, j'ai rencontré une femme, j'aurais pu rencontrer un homme, mais c'est quelque chose quoi qui m'arrive d'assez particulier. Âme sensible, s'abstenir. Donc les sacrifices qu'on fait, c'est le sang qui va être versé sur les cornes. Et ensuite, bien sûr, c'est la communauté qui va le manger. On va faire une grande fête, on va le partager, hein, cet animal-là. Donc ça peut aller du poulet, c'est très rare les poulets, mais c'est les cochons, les moutons et les bœufs. Donc là, ce sont des cornes qui ont été, sur lesquelles on a versé le sang. Il y a des gens qui voient cette photo dans l'expo qui pensent que ce sont des cornes qui ont été arrachées sur les têtes des animaux, mais c'est simplement le sang des sacrifices qui a été versé dessus. Ça, c'est un photogramme d'un film que j'ai fait, une vidéo qui s'appelle Kawat Kamoul. Si ça vous intéresse, on peut retrouver mes vidéos sur Canal Universitaire, Canal U, en tapant mon nom sur le moteur de recherche. J'ai beaucoup de cahiers dans lesquels j'écris, je prends des notes, je fais des dessins préparatoires. Ça, c'est le dessin préparatoire, je ne suis pas très bon dessinateur. Pour cette fameuse photo dont je vous ai parlé où je tire la langue, c'était mon projet. Mais je me pose des questions donc sur les représentations de j'ai envie de représenter cet esprit, cet Uchai. Et je me demande comment je vais bien pouvoir faire. Et bon, moi qui ai l'habitude de faire d'autoportraits, de me grimer, j'ai déjà représenté des dieux de la mythologie. Je réfléchis beaucoup. Et j'interroge aussi donc les gens de la communauté en leur demandant, mais comment est-ce que vous le voyez, quoi? Comment est-ce que Mam, il t'apparaît? Alors les gens vont me parler. Maman, elle va me dire qu'elle le voit toujours comme un serpent. Là, j'ai juste un petit entretien, j'ai 1 minute pour vous faire entendre un entretien que j'ai avec Nobé qui va me parler de Mam pendant 50 minutes. Maman n'est pas là. Quand maman, comme par exemple, maman a voyagé le 12, hein? Le 11, maman a fait Dakar-Paris. Pour aller tâter le terrain, pour voir si on n'a pas préparé quelque chose pour maman.
ou s'il n'y aura pas de danger, oui, non. S'il n'a rien vu, il donne le feu vert à maman, elle part. Sinon, s'il y a quelque chose, maman dit niet, maman ne va pas bouger. Jusqu'à que tout soit clair. Même quand maman doit retourner encore, c'est maman qui vient le premier. Il vient quitter le terrain, il vient faire le constat de la maison, il tout bien vérifier, il retourne, il donne le feu vert à maman, maman va rentrer encore. Tu vois, c'est comme ça son boulot. Actuellement, il est en train de faire la navette. Paris, Dakar, Paris, Dakar. Ouais. Il fait la navette. Il surveille ici, il surveille en France aussi. Dès que tu l'entends, tu as la chair de poule. Ou bien tu penses qu'il y a un cheval qui galope dans la maison. Tu as vu. Mais... Voilà donc les récits que je peux entendre sur Mam. Donc là, elle dit qu'il est cheval, on peut l'entendre comme un cheval, un galop. Quand elle dit on entend Mam et on a des frissons, c'est que maman aussi, j'ai remarqué qu'elle a un truc dans son hôtel, et puis elle le transporte en Guinée-Bissau, mais il y a une voix qui parle, alors je ne sais pas comment elle fait, mais ça fait bo comme ça, et elle converse avec lui, et donc les personnes qui sont là, les personnes qui sont là, c'est Mam qui parle, quoi, c'est lui. Donc moi, j'ai pensé, pour ces représentations-là, en fait, d'un esprit qui serait comme un serpent, comme une hyène, j'ai plus pensé, en fait, aux technologies modernes, à l'infographie 3D. Je suis aussi, on a beau être en Guinée-Bissau, dans un petit village avec des groupes électrogènes, pas d'électricité, mais il y a Internet, maman elle a 3 téléphones, elle va à Paris. On est dans un système où les technologies modernes peuvent très très bien fonctionner. Je pense aux films de science-fiction, mais je peux penser à Xavier Veillant aussi, des artistes qui utilisent ce système-là. Donc c'est pareil, je vais me photographier, et je vais faire une collaboration avec un infographiste qui s'appelle Thierry Saint-Séran, et je vais commencer à créer donc ces personnages que vous avez pu voir aussi, qui sont donc des autoportraits, mais les représentations de Mam. Donc ici, Mam Yen, avec cette idée, c'est ce que j'avais vu à mon réveil, c'était un personnage un peu ectoplasmique ou tatoué, qui pousse une peau d'animal, comme ça, qui lui donne un souffle un peu divin et qui commence à créer la tête de l'animal. Alors, pour faire les autoportraits, au départ, moi, j'avais appelé Gilbert, l'énergéticien de Mougins. Je lui ai dit, mais je vais prendre des modèles, je vais photographier des gens, plutôt que j'essaie à chaque fois de me sortir de l'autoportrait, des poupées Barbie, des trucs comme ça. Et par exemple, pour faire le serpent, je vais peut-être prendre un homme un peu noueux et tout. Il me dit, non, mais tu sais, la photographie, ça transporte les énergies. C'est ton énergie qui doit être dans la photographie. Donc, je suis obligé de faire des autoportraits, encore une fois. Mam cheval. Et puis, pour le Mam serpent, ça, c'est tous les screenshots. Voici le Mam serpent. J'ai sorti cette photo il y a quelques mois parce que je ne savais pas où la ranger. Elle était, je l'avais posée dans la série des crânes sacrés. Et ça, c'est une peau de tête de lionne qui était chez un ami, qui avait acheté ça au marché ou dans une brocante dakaroise, je ne sais plus, mais qui me fascinait énormément. Et c'était au moment où je travaillais sur les crânes sacrés. Et j'avais jamais vu ça. Je me disais, mais ça ne peut pas servir à un sorcier, un chaman. Je ne sais pas pourquoi on a défiguré cet animal, ou je ne sais pas si on dit défiguré ou dégueulé, je ne sais pas comment on dit, mais elle m'a vraiment fasciné, et je l'ai photographiée, et je ne l'ai pas mise en scène, en fait, je l'ai photographiée telle qu'elle. Mais en la regardant aujourd'hui, et en pensant à... Parce que c'était cette période-là où je me suis réveillé le matin, j'ai vu ces peaux qui s'ouvraient comme ça avec un souffle et qui reprenaient vie, mais je me demande si ce n'est pas cette peau-là, de la fréquenter et de m'être énormément posé de questions dessus, qui a inspiré aussi ces idées-là. En tant que photographe, je vous parle un petit peu d'histoire de la photographie. J'ai parlé du côté magique de la photographie, mais je voudrais aussi vous parler de ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle. C'est qu'on a prêté à la photographie des pouvoirs techniques qu'elle n'avait pas, notamment, par exemple, ici, l'étude médico-légale sur la rétine du sujet assassiné. Donc, on a véritablement essayé de mettre un œil à la place de l'objectif d'un appareil photo et essayer de voir la dernière séquence. Ça, ce sont des histoires qui m'ont toujours fasciné depuis mes débuts de la photographie aussi. Je ne vous parle pas du laboratoire photographique quand on voit une image se révéler. Le docteur Baraduc, qui travaillait avec Charcot, qui faisait des très mauvaises photos, mais qui voyait, lui, des problèmes psychologiques pour ses patients. Il a travaillé pendant 10 ans pour faire une thèse.
Ça, c'est le docteur Darger qui faisait des photos de la pensée. Il demandait aux gens de penser fortement à quelque chose. Il mettait des plaques sur le front des personnes. Donc, voilà, cette photographie, elle est porteuse d'énormément de choses. Hein. Et moi, je vais donc voilà, chargé de tout cet imaginaire et de cette connaissance-là. Je vais à un moment aller à la case sacrée, donc dans la case sacrée. Et je vais faire... alors, je demande à la gardienne, à Michette, la gardienne de la cage, comme je suis le fils de Dina, je n'ai pas de problème pour y aller. Je me déplace tout seul. Maintenant, je vais chez elle en Guinée-Bissau, même si elle n'est pas avec moi. Donc, de m'ouvrir, je lui demande d'éteindre les... Alors, au début, elle pensait que je voulais lui faire un portrait. Je lui demande d'éteindre les bougies et je vais faire une photo en pose B dans la case aux cérémonies où peut-être Mam est en train de passer, où il est présent. Ça, c'est un photogramme aussi de cette vidéo Kawad Kamoul, mais qui parle peut-être de cette nuit où j'ai dormi et où je me suis levé le matin. Et pendant que je dors, Mam vient se photographier. Donc il y a ces cornes qui sont intercesseurs, je ne vais pas y arriver, entre les puissances invisibles et les napénés. Et je réfléchis beaucoup aussi à une fabrication de cornes. Je veux me rapprocher de ça. Je n'ai pas du tout envie d'utiliser des cornes d'antilopes ou d'animaux. Ce n'est pas mon propos. Et en même temps, moi, je commence à en fabriquer. C'est-à-dire que je rentre dans une espèce d'initiation. Alors, maman ne me dit pas grand-chose, mais bon, elle m'accompagne des fois, elle me raconte. Hein, on passe du temps ensemble. Donc, je fabrique mes premiers gris-gris. Et je me souviens qu'une fois, j'arrive de Marseille, j'en avais fait à Marseille. Alors j'avais mes petites sauces et je la vois, je lui dis tiens maman j'ai fait ça. Alors elle dit tiens c'est joli. Et puis elle me parle presque de l'accrocher au mur comme un objet décoratif. J'ai dit bon ça lui plaît mais... Et puis je me déplace, je vais dans une autre pièce de la maison et puis elle revient un quart d'heure après en me disant mais ça marche Olivier, mon fils ça marche, on peut parler avec lui là. Tu as fait... Donc à chaque fois elle dit elle est très fière de moi voilà. Et j'ai toute cette avancée aussi dans ce travail de recherche que je fais. Voilà, donc ça, ce sont mes gris-gris. Donc pour faire mes cornes, moi je vais contacter un ami céramiste, Pierre Arquita à Aubagne, avec qui j'avais déjà travaillé sur des projets. Et on va travailler pour fabriquer des cornes. On a passé du temps au musée d'histoire naturelle de Marseille, à voir tous les trophées, les massacres, pour fabriquer des cornes modelées avec cette technique japonaise du raku, c'est-à-dire on est très proche des éléments naturels. On sort les pièces quand elles sont encore rouges pour les traiter, avec ensuite les tremper dans des copeaux de bois. Là, on voit quand même quelques feuilles de l'arbre sacré de Guinée-Bissau que j'ai ramené. Et ça va leur donner des effets de texture. Donc, il faut rester très humble, c'est ce que disent les Japonais, hein, très humble devant la nature. Et on va commencer à faire cette série de cornes. Là, c'est un enfumage, dans laquelle donc je vais y insérer cette fameuse photo que j'ai faite dans la case aux cérémonies en Guinée-Bissau. Alors pour moi, ce sont des cornes photographiques qui transportent donc, comme dit Gilbert, cette énergie. Je ne voulais pas faire de la photo spirit, hein, comme on voyait au 19e, vous dire regardez, mais elle transforme tout son mystère et sa puissance. Et je développe cette série de cornes que vous pouvez voir aussi sur l'exposition. J'en ai pas encore parlé, mais en fait, j'arrive en pays Mandjak et il se passe une chose. Je vais parler pour moi, mais il y a toute cette idée de la dimension de l'Afrique et du masque, enfin des arts plastiques. Et en fait, les Mandjaks n'ont pas d'art plastique. Ce sont les plus grands tisserands d'Afrique de l'Ouest. C'est ça leur univers. Donc, ils ont très très peu de représentations. Les seules pratiquement qu'on trouve, ce sont les représentations des ancêtres devant les maisons ou dans les maisons. Alors, quand on va voir quelqu'un, là, on voit des représentations un petit peu abstraites, anciennes, qui sont assez intéressantes d'ailleurs, et puis des plus récentes. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Mandjaks qui ont été dans la marine nationale et je crois qu'il y avait plus de morts pour la France dans la famille de ma maman adoptive que dans la mienne. Et donc, voilà, c'est les seules représentations que j'ai. Et j'ai envie de travailler mes ancêtres. Donc mes ancêtres, qu'est-ce que je peux en faire? Moi, je suis occidental aussi. Je pense au linceul du Christ, au linceul qu'on porte
qu'on nous pose quand on est mort. Et je pense au pain de Mandjak, justement. Et donc, en reportant sur l'idée de l'infographie de 3D, à partir de photos d'identité ou de photos de famille, je vais faire mon arbre généalogique et la représentation de mes ancêtres. Alors, depuis, mes parents sont décédés. Mais ça coûte très cher l'infographie 3D. Je ne sais pas comment fait Xavier Veillant, mais je n'ai pas le budget encore. Je mets juste cette photo pour parler un petit peu de la suite aussi de ces portraits d'ancêtres, parce qu'il y a quelque chose qui m'inspire beaucoup, ce sont les portraits de Fayoum du 1er siècle, les portraits égyptiens, ou des portraits magnifiques qu'on retrouve, donc portraits funéraires. Mais j'ai appris en étudiant ça que les gens en fait se faisaient faire le portrait au bel âge. C'est quand on avait 30 ans, on se faisait faire son portrait, il était dans le salon, et après, il servait sur le sarcophage de portrait funéraire. Donc j'aimerais bien avoir le mien aussi dans la série des ancêtres. Le jour où je trouve un budget, je le fais aussi. Et ça, c'est la photo de mon passeport, République française. Je suis en quête d'identité pendant toute cette période-là. Je ne sais plus très bien où me placer. Je voudrais exposer à la Biennale de Bamako. Maintenant, ça commence à se faire. Mais à l'époque, avec mon passeport, il n'y a que les artistes africains qui peuvent exposer. Donc ces allers-retours, je commence à vraiment avoir cette quête d'identité, me dire, mais peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faut que je sois. Donc ça, c'est une installation qui est censée représenter un hôtel que j'ai faite pour la première exposition, donc que je présente il y a 10 ans déjà, hein, en 2008, avec ces cornes à libation. Et puis, quand je parlais tout à l'heure des infographies 3D pour représenter Mam Luchai, mais je fais aussi un autoportrait où je me grime. Là, c'est une libation qui est faite. Donc, cette première exposition, elle m'est commandée, je fais le travail. Maman, je veux absolument qu'elle vienne, donc elle va arriver 2 heures avant le vernissage. J'ai très, très peur. Je lui ai expliqué le processus, mais j'ai très, très peur qu'elle me fasse fermer la boutique. Et en fait, donc, on fait les libations, je demande à ce qu'on nous laisse seul. Elle me dit, mais tu l'as fait venir. J'essaie de parler de ces différences culturelles, ces différentes approches de l'art, cette différence d'approche aussi de ce qui peut être du sacré. Mais elle va passer la soirée du vernissage à téléphoner en Guinée-Bissau. Mon fils, c'est super, à Dakar. Et elle appelle les gens de la diaspora Mandjak en France. Il y a pas mal de Mandjak en France, en leur disant, mais c'est pas la peine de venir à Dakar. Tu viens, je vais revenir sur celle-là, tu viens à La Valette, tu viens voir Olivier, et ça suffit. Mam, il est là-bas, hein, il n'y a pas de problème. Donc mon exposition artistique, mon installation d'hôtel, l'installation d'hôtel, ça fonctionne, quoi. On peut travailler avec. Et moi, tout d'un coup, l'exposition, ça devient comme une chapelle, je ne sais pas, mais un lieu où l'esprit est bien présent. Alors elle est fière de moi. Je montre ça parce que c'est ce qui est derrière les photographies, les œuvres que je présente. Mais j'ai essayé de travailler aussi entre l'idée de l'art classique occidental, comment représenter un dieu, mais aussi l'art classique africain, c'est-à-dire que chaque fétiche, chaque masque a une charge magique, bénéfique ou maléfique, mais il y a cette charge qui est cette puissance-là. Donc j'avais demandé pour l'exposition à maman de me faire des gris-gris. J'ai dit, maman, il faut que je lui explique le processus. Et elle me fait des gris-gris. Alors moi qui j'étais un petit peu toujours effrayé par le folklorisme et les choses comme ça, j'ai dit oui, peut-être des petits sacs noirs, des choses. Elle me dit non, moi je veux des sacs avec des palmiers décorés. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout montré, quoi. C'est derrière la photo, mais voilà, j'ai cette charge pour les œuvres que je produis. C'est la même charge qui peut être produite dans une œuvre classique africaine. Ça, c'est la salle des crânes sacrés. Après, j'ai pu exposer donc à l'hôpital Caroline, c'était pour les rencontres du sacré, l'association Zinga. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était partir au Sénégal. Donc, je croise une nouvelle équipe de l'Institut français qui est vraiment sympa, qui me propose de faire une exposition. Mais là, j'expose donc au Frioul, à l'hôpital Caroline, un lieu assez magique. Mais c'était le mois de novembre, il y a eu des tempêtes. Enfin, je sais pas, j'ai pas eu vraiment beaucoup de personnes qui sont venues voir l'expo. Moi, j'ai fait une super résidence. Je suis resté 3 jours coincé avec le gardien. Voilà donc mes différentes phases de scénographie. Ça, c'est la salle des crânes où j'avais mis des filtres rouges devant les fenêtres. Et j'arrive donc enfin, c'était mon but aussi, à faire partir cette expo au Sénégal. Et j'avais réussi à dealer, ça a été dur au début aussi, parce qu'il y a un très très beau lieu d'exposition à Dakar qui s'appelle la Galerie Le Manège, un lieu magnifique. Je dis, mais moi je veux d'abord exposer Dakar
Dakar Pikine, quoi. Et j'ai un ami artiste sénégalais, Morfai Murph, qui est de Pikine, qui est président de l'association des artistes de Pikine. Mon ami Touré Mandé-Mori est pas loin, dans un autre grand quartier de Guédiawaye. Et donc il y a le Centre culturel Senghor. Et donc j'arrive à décider, à faire en sorte que la première expo soit financée par l'Institut français, mais présentée à Pikine, dans le Centre culturel Senghor. Il y avait le maire de Mbao, le maire de Pikine, enfin il y avait des gens des associations. Juste pour vous montrer, je reviens. Hein. Maman n'était pas là. Mais j'avais derrière moi, vous voyez, juste derrière moi, à ma droite, elle avait mandaté une personne qui est restée à côté de moi. Elle avait un sac avec plein de choses dedans. Elle est restée avec moi toute la soirée. Elle ne m'a pas quitté. Donc, oui, les discours ont duré 2 heures. Je crois que ça a été le plus long moment de ma vie. J'ai parlé 10 secondes. Je remerciais tout le monde. Donc, je suis très fier de ça. Là, on voit au centre cet homme avec la barbe blanche, c'est Joe Wakam, il s'assemble. Ensuite, j'ai exposé à la galerie Le Manège. Et là, maman, c'est l'année d'après, et maman, pour la seconde fois, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas là. Elle est sur Paris ou je ne sais pas où. Et là, je demande, il y a d'autres Napénés qui sont dans la maison, dont une que j'ai connue à Kanchongo, en Guinée-Bissau. Je lui demande de venir verser donc, pour le soir du vernissage, pour venir faire une prière. Et puis, il y a, autour de maman, il y a une vingtaine de femmes, comme ça, des femmes Wolof, mais qui sont un peu comme des bigotes. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elles sont là pour toutes les cérémonies, elles font toutes ces choses-là. Et je leur demande de venir faire des chants et des danses pour Mam. Et là, on est à Dakar, on est dans notre ville, on peut se le permettre. Donc elles vont faire ça. Mais pour parler des regards, des différences de regards, justement, il y avait des expatriés qui étaient là pour le vernissage, il y avait des Français, donc il y avait des Sénégalais, et puis il y avait des gens de passage. Il y a une personne de passage qui m'a dit « Mais ce groupe folklorique, il est vachement bien. » J'ai dit « Mais non, c'est ma famille. » Voilà, les dames, il n'y a pas très longtemps, ça. Ça, c'est l'université Cheikh Anta Diop, c'était l'association des étudiants Mandjak. Voilà. Alors, il va se passer une chose, c'est que je vais aussi ramener une pièce donc en Guinée-Bissau au village. Donc, je choisis le Mame Serpent pour le transporter. Évidemment, je ne peux pas l'amener sous verre dans l'avion, ça me coûterait trop cher. Si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Donc, je vais l'imprimer sur bâche. Et je vais le transporter et en profiter d'une semaine de cérémonie en Guinée-Bissau pour pouvoir le présenter en fait à tout le monde. Bon, maman est d'accord, elle me dit bah, tu le mets dans la chambre, tu le caches et puis je te dirai quand est-ce qu'il faut le sortir. Donc il est caché dans la chambre et on va sortir un soir. Donc la caméra, je l'ai passée à quelqu'un. Il y a du monde, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais voilà, c'est ce que je peux avoir comme témoin de ce qui s'est passé ce soir-là, en tout cas, la première présentation à la communauté, au village. Donc la rive, on le sort, et évidemment d'avoir fait monter cette bâche comme dans l'exposition, avec un cadre par un menuisier sur place, ça permet de le transporter. Et cette bâche, je la vois flotter comme ça, mais on dirait que Mame danse. Voilà, là pour bien valider les choses, donc maman va venir et elle va faire une transe devant. Alors je suis toujours impressionné par ces transes, état de conscience modifié, sans psychotrope. On a l'habitude aussi d'entendre parler de chaman et de prise de substances quelconques. Là, alors Michel Herris a parlé de la théâtralité de la transe aussi, c'est quelque chose qui me questionne. Ça m'est arrivé des fois de lui prendre le pouls quand elle partait dans des états seconds comme ça, de ne pas comprendre vraiment comment ça se passe.
dame qu'on vient de voir, elle est policière à Dakar. Il y a des gens qui viennent de partout, en fait, aussi pour ces cérémonies-là. Et qui ne sont pas toujours mandjak, d'ailleurs. Hein, il y a d'autres personnes. C'est ouvert. Alors, chaque fois, je vous montre des extraits très très courts, mais tout ce qui se passe, en fait, ça dure des heures et des heures. Hein. C'est très très... ça prend beaucoup de temps, tout ça. Là, du coup, elle nous entraîne vers un hôtel qui est chez elle, donc à 20 mètres de là où s'est passée la procession avec Mam. Alors, vous voyez, par rapport à la case de cérémonie aussi, c'est quelqu'un qui est sensible à l'esthétique. Hein. Elle a un hôtel, là, qui est quand même vachement beau. Je l'ai vu fabriquer ça, et en tant qu'artiste, je commence à me dire, mais si je pourrais peut-être me lancer dans des scénographies aussi. Les personnes, donc il y a un tissu qui est imprimé spécialement pour la cérémonie. Chacun après achète un morceau de tissu et se fait faire son vêtement. Pour moi, ça me commence à me faire gamberger un petit peu toutes ces choses-là. Ça m'intéresse beaucoup. Mais je suis déjà très très heureux que le MAM fonctionne. Là, on est sur l'instant et je suis retourné entre-temps le ramener dans la chambre. Voilà, on a fait les prières, elle a fait les prières avec Ullu Chai. Et on ressort et on va faire la fête encore. Il va se passer quelque chose 2-3 jours après. C'est qu'il va y avoir une séance à la case aux cérémonies, encore une fois. Et là, je vais vous le montrer tout de suite, mais j'aurais peut-être dû rester. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va faire en sorte de parler de moi, de mon travail, de cette photo donc, qui a été amenée, qu'on appelle mon tableau, et de dire, en plus d'être le fils de Dina, donc je suis véritablement mandjak, je suis accepté complètement. Donc moi, je peux vous garantir que je suis au top de stuff, quoi. On m'aurait fait une expo à Beaubourg, c'était moins bien. Hein. Donc je m'y attends pas, j'ai la caméra sur les genoux pour au cas où. Donc ça, c'est une cassara qui toujours avec sa boîte sont des choses. Voilà, surprise, c'est pour moi, donc je vais passer la caméra, je vais la passer à côté. Et donc elle va expliquer, vous allez voir, ça dure pas très longtemps, mais ça a duré longtemps en fait. Mais j'ai fait traduire, là il y a quelqu'un qui me traduit gentiment des petits extraits, donc c'est mon tableau, il est content, les esprits sont contents, on m'accepte. On entend dans le fond la voix de maman. Nababo, c'est moi. Hein. Voilà, alors il va se passer tout ça en sortant de cette séance. Je vais te dire la main de Thérèse jusqu'à la maison. On va faire encore des prières, ça va durer un moment. Donc je sens que je suis accepté, que je fais partie de la communauté, que c'est une véritable représentation donc, où l'esprit s'est inséré dedans. Et moi, mon rêve, c'est de voir le MAM, la représentation du MAM dans la case sacrée, quoi. Comme dans une église, peut-être, je ne sais pas, mais à ma manière occidentale. Et puis à un moment, maman me dit, mais mets-le dehors. Alors je dis, ça y est, elle n'aime pas mon truc, en fait, c'est pas vrai, c'est pas bon, ça marche pas. Et en fait, je me rends compte que 2 heures après, il y a
il y a une séance, une séance de sacrifice qui va se faire devant. Voilà, je suis pas content de sortir, vraiment, j'étais vraiment dépité, j'avais l'impression que c'était dévaloriser mon travail, mais c'est simplement parce que voilà, il y avait ce boulot-là qui devait se faire et qu'il fallait que MAM soit présent. Donc voilà les différences entre les deux. Alors je vais revenir à mon diapo. Voilà, et puis une petite dernière chose à vous raconter, c'est que encore quelques jours après, pas très longtemps après, elle me convoque donc devant l'hôtel, et puis il y avait une de ses filles qui était présente, et elle me dit, tu sais, oui, mon fils, je me fais vieille, il va falloir me remplacer, et c'est toi qui vas me remplacer. Donc là, ça a été un grand moment pour moi, parce qu'évidemment, ça dépassait toutes mes espérances, toutes mes recherches et tout ce que je pouvais imaginer. Et en même temps, c'était sur l'instant, je me suis vu 20 ans devant moi, une charge de porter la culture Mandjak. Enfin, c'était quelque chose de vraiment particulier. Ça m'a véritablement perturbé, d'autant plus qu'après, il y a eu une période où, comme par hasard, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'aurais pu dire, alors les Napénés, ces gens qui deviennent prêtres, là, pour des Uchai, en principe, on devient prêtre non pas par filiation en plus, mais par maladie-élection. C'est-à-dire, il faut être pas bien, on va voir un Napéné qui dit, mais ça, c'est un Uchai qui veut travailler avec toi. Et j'aurais pu, même à maman, je lui ai dit, mais c'est la maladie-élection qui m'arrive là-haut, quoi. Mais j'ai trouvé un bon psy, ça me convenait un peu mieux, quoi. Donc j'ai fait cette photo il n'y a pas très longtemps, avec Barbie, en expliquant un petit peu avec ce gros nuage noir qui m'arrive que... Donc ça m'a pris du temps pour me situer, voilà, j'espère que vous l'avez senti, mais cette quête d'identité, ce dépassement, cette histoire de l'art où tout d'un coup l'art s'incarne, ou est incarné, sont des choses qui m'ont permis d'apprendre pour moi et pour mon travail artistique, mais ces différences sont toujours difficiles à appréhender sur les premiers coups, quoi. Alors les anthropologues sont assez spécialistes de ça. Je me suis rendu compte aussi que de partir en plongée, les anthropologues font attention à être neutres dans leur rapport avec les gens, ne pas rester soit ethnocentré, c'est-à-dire c'est ma culture qui est la meilleure, je regarde ça comme ça, soit dire c'est la culture que je regarde qui est la meilleure. Mais moi, je suis parti en plongée totale, quoi. Et je présente cette photo que j'avais faite en Guinée-Bissau aussi, qui est un autoportrait, un light painting fait avec une lampe de poche un soir quand le groupe électrogène n'était pas encore allumé. Je l'avais faite un peu avant toutes ces histoires-là. Et c'est pareil, je ne savais pas où la classer dans mon travail, mais elle est assez étrange quand même. Derrière moi, il y a une deuxième tête, on ne sait pas trop. Et je l'ai ressortie pour l'exposition parce pour moi, elle s'appelle Prémonition. Et cette exposition-là, si j'ai un fétiche en impression 3D, utiliser des technologies récentes, mais je me positionne, et cette vidéo aussi qu'on peut voir, c'est que malgré tout ce parcours un petit peu difficile, cet essoufflement parfois, j'ai fini par essayer de me positionner, presque faire un choix et dire je suis artiste et je reste artiste et c'est comme ça que je suis et comme ça que je peux présenter les choses et comme ça aussi que je peux en parler aujourd'hui parce que il y a quelques années, en tant qu'initié, je voulais pas dire un mot, j'avais très très peur de cette idée de folklorisme, de regard des autres et donc maintenant je prends la peine de raconter pour essayer de raconter ce parcours qui me paraît un petit peu singulier et qui, j'espère, au niveau de la présentation plastique, en tout cas ce que j'ai pu montrer dans l'exposition au Royaume de Babok, même le titre que je donne aujourd'hui, le Royaume de Babok, c'est le véritable nom du pays où on est, mais pendant longtemps, je l'appelle ce travail Kawat Kamoul, qui veut dire en mandjak, faire une offrande à un dieu, parce que Royaume de Babok, ici, ça amène un imaginaire qui peut parfois être... voilà. Mais j'assume maintenant. Maintenant, j'assume. Voilà, je vous remercie beaucoup.